La première erreur sur les couverts végétaux, c'est qu'ils ont été imposés aux agriculteurs sous forme de CIPAN. Culture intermédiaire, piège à nitrate. Et moi, je me suis toujours battu contre ça, parce que ça, c'est la fourche dans le dos. Alors un agriculteur avec une fourche dans le dos, ça avance pas très bien. Avec une carotte, ça avance un petit peu mieux, mais quand c'est les neurones qui ont décidé, ça avance tout seul, quoi. Et tant qu'on essaye de faire avancer les gens avec des fourches dans le dos, c'est pas bon. Alors, les Belges ont des moyens des fois de proposer la situation un peu différemment. Donc, c'est un peu plus positif. Mais en fait, c'est une énorme trousse à outils. Voilà mon objectif couvert. Et aujourd'hui, je devrais rajouter nourrir des moutons et des vaches. Ce que je vais dire sur les couverts, ce sera vrai sur toutes les biomasses, en fait. On s'en fout. On appelle ça couvert parce que c'est en interculture, mais au bout d'un moment, on ne sait plus qui est culture, ça va marcher partout pour la biomasse. En fait, l'idée, c'est d'arriver à capter tout pour éviter les pertes. Moi, je suis omnibulé par les pertes, et c'est incroyable les pertes que l'on a en agricole. Faire en sorte qu'on stocke tout, et après, il y en a une partie qui sera pour la culture suivante, et puis la majorité sera stockée. Et en fait, il y a eu plein d'essais qui ont été faits sur les couverts végétaux. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été super bien montés, mais on a bénéficié dans la Marne d'un essai extraordinaire. C'était sur 10 ans, de 92 à 2003. On est en système céréalier pur, sur des sols de craie, qui sont censés être un fonctionnement hydrologique profond. Parce que la craie, l'eau remonte de la craie. Donc un sol qui gère bien l'eau, c'est un sol qui va être moins fuyant. Un sol qui gère mal l'eau, c'est un sol qui va fuir. Chez nous, quand on a des tuyaux de drainage, des terres drainées, en fait, on est content. L'eau s'en va. Oui, l'eau s'en va avec tout ce qui est bon dans la terre. Dieu, c'est... Donc si on peut conserver tout ça, ce sera mieux. Et en fait, c'est encore en travail du sol. Il y a du sol nu N bilan. On met l'azote au niveau des bilans. Sol nu N réduit, c'est-à-dire que là, les cultures, c'est betterave, pois blé. On met l'azote à 35% en dessous de l'azote nécessaire pour faire une culture normale. Et ça, pendant 10 ans, on réduit l'azote sur une parcelle. Vous me suivez, hein, c'est vraiment un sous-azoté. On arrivait en blé à choquer la production de 20 quintaux, de 2 tonnes, et on descendait à 8, 9 de protéines, comparé à 11, 12. Donc on était vraiment en sous-azote. Ici, culture intermédiaire N bilan, c'est-à-dire qu'on met des couverts végétaux sur toutes les intercultures, on met l'azote au bilan, on met des couverts végétaux et on est en azote réduite. Vous voyez les 4 modalités qui étaient croisées. Et quand on en regarde au bout du compte, ben on perd en moyenne 37 kg par hectare et par an d'azote. Alors moi, je mets toujours ça en kilos, parce qu'en fait, souvent l'environnement te met en milligrammes par litre. Mais on ne parle pas la même langue. Si par exemple on a des pertes d'azote conséquentes, mais qu'on a des flux d'eau énormes, en fait la concentration est faible. Tu as perdu beaucoup d'azote, mais on va te dire que tu as fait de l'eau propre. Et si tu perds peu d'azote, mais il y a eu très peu d'eau, la concentration peut être très forte. Et là, tu vas te faire tirer les oreilles. Alors que tu n'as pas perdu beaucoup d'azote. Et là, on perd 37. Alors 37, ça ne paraît pas beaucoup. Mais si on met ça sur 10 ans, ça fait 370 kg d'azote. Ça fait 2 fois la fertilité nécessaire à faire pousser la culture principale. Vous voyez comment on peut retraduire ça. Sachant qu'on est dans un système céréalier sans élevage. Quand on manie de la matière organique, les engrais de ferme, c'est plus compliqué. On a tendance à monter, voire doubler. Hein, c'est plus compliqué. Hein. Si on réduit la fertilisation, on est à 32. Alors ça, c'est un truc énorme. C'est qu'en fait, réduire la fertilisation à partir du moment où on fertilise bien ne change en rien les problèmes de nitrate. C'est pas en réduisant la fertilisation qu'on va réduire les nitrates. Je vous le redis. C'est pas en réduisant une fertilisation bien gérée qu'on réduit les nitrates. Est-ce qu'on peut en déduire que la fertilisation n'améliore pas la vie du sol? Ça dépend comment elle est gérée. Ça dépend comment elle est gérée, la fertilisation. Si la fertilisation te sert à produire plus de biomasse, ça va améliorer la vie du sol.
et compense un défaut. Si la fertilisation est en excès et mal gérée, elle va être plutôt négative pour la vie du sol. Ça dépend de la gestion que tu en fais. C'est pour ça que si on regarde la majorité de la problématique Bretagne, on est en train de rentrer dans le 7e plan nitrate et on n'a pas encore résolu alors qu'on a limité les élevages, on a tout encadré et tout. On ne s'est pas trompé d'affaire, les gars, là. Ce qu'il faut, c'est les couverts. Parce que quand on met les couverts, ça ne fuit plus. Ou moins. Là, on a 3 intercultures différentes. La rotation, c'est betterave, pois, blé. Alors, entre le blé et la betterave, qui sera entre le blé et le maïs, on voit bien qu'ici, on perd 43, on met un couvert, on perd plus que 7-8. 7-8, c'est la part des anges. Hein. C'est normal qu'on ait quelques petites fuites. Donc, en clair, il faut mettre des couverts. Donc, tu vois bien, entre ta prairie maïs, tu vois bien l'enjeu qu'on a. Ici, on a betterave, pois. Super plante, la betterave. Parce que la betterave, elle est vivante jusqu'au jour où tu la ramasses. Et en fait, c'est un super scipan. C'est une plante qui pompe de l'azote jusqu'à la fin. Quand tu rentres avec l'arracheuse dans le champ, la betterave elle est encore en train de se dépêcher de pomper de la fertilité. C'est pour ça qu'il reste 0 fertilité à la sortie des betteraves. C'est pour ça que dans les zones de culture, souvent, on a un petit déficit azote derrière betterave, qu'on associe à des problèmes de compaction, mais on a un déficit azote, et le couvert, il fait pas beaucoup de boulot. Déjà, il est tard, et puis il n'y a plus d'azote. Le maïs en silage ne fonctionne pas comme ça. Je reviendrai là-dessus. L'endive, c'est comment? C'est pas l'endive? L'endive, c'est la chicorée, c'est pareil. C'est pareil. C'est le jour où tu l'arraches, elle est encore vivante. Si tu veux. Et c'est une plante qui a des avantages qu'a pas le maïs. C'est qu'en fait, elle a une énorme flexibilité. Tu veux, tu peux passer 2 mois, c'est un peu sec, et puis d'un seul coup, tu as une minéralisation, puis tu as des betteraves qui gonflent. Et tant que tu ne l'arraches pas, elle grossit. Elle grossit. Et en fait, elle te laisse très peu d'azote. Tu as 2 plantes qui gardent bien l'azote dans les systèmes, c'est les crucifères et la betterave. Et les plantes pérennes aussi. Et ici, on a une interculture très intéressante, c'est pour ça que je positionne ça, c'est pois-blé. Alors si vous regardez, c'est des pois protéagineux. Dans la Marne, c'est ramassé vers le 20-25 juillet. Et derrière, on sème le blé fin septembre. Et bien, c'est l'interculture qui fuit la plus. Pourtant, c'est une interculture d'été. Et ça fuit pas pendant l'été. Ça fuit pendant l'hiver sous le blé. Parce qu'on se retrouve avec trop d'azote au moment de l'implantation du blé. Et c'est terrible, parce qu'on a gardé dans la tête que c'était la longueur de l'interculture qui fait que ça fuyait. Non, ça a plus de chance, mais c'est aussi la quantité d'azote qu'on a disponible. Et on peut avoir une interculture très courte, mais une plante qu'on implante à l'automne, tu vois, un métail comme ça, métail, mais qui va pomper, on va attendre le mois de mars avant que ça commence à faire quelque chose. Ben, si on a une grosse minéralisation qui est présente, ben, on ne va pas la garder, quoi. Et on peut avoir des fuites à des endroits qu'on ne le pense pas. Et souvent, derrière maïs en silage, on a une problématique assez conséquente. Alors, je ne suis pas venu ici pour vous... qu'on regarde les choses avec réalisme. Alors, ça m'arrive de me friter avec des Bretons. C'était avec des patatiers. Et qui me disaient, ouais, mais Fred, implanter des couverts, t'es gentil, mais derrière les patates, on récolte les patates fin août, début septembre, on n'a pas le temps de faire pousser des couverts, c'est bien de trop tard. Ok les gars, on fait des reliquats d'azote. À la récolte et à l'automne. On est dans le Morbihan, Pontivy. Sortie patate, on a 115. Le meilleur est à 172 unités d'azote. Le moins bon, il est à 70. On arrive à l'implantation de la céréale. La moyenne est à 145. Le meilleur, il a 218 unités d'azote pour implanter un blé. Et là, on est à 95, le moins bon. Vous voyez que les blés derrière patates, ça pousse bien. Hein. Alors, que ce soit dans le Morbihan, que ce soit ailleurs. Hein. Mais vous voyez la catastrophe. Vous voyez le... Et donc, parce que, ben, ma foi, on n'a pas beaucoup de résidus, en fait, puis on remue, et la récolte, on embrasse. Et en fait, dès qu'on met un couvert végétal, alors, souvent ils me disent, c'est affolant les moutardes, comment ça pousse derrière patate. Bah, ici, on descend à 50 en moyenne. Il faudrait être à l'automne à 50 à peu près, pour être dans des bonnes conditions.
Vous voyez, même il y en a un, le moins bon, il arrivait à 30. 30, c'est trop bas, presque. Mais c'est difficile de régler l'affaire, hein, parce que quand tu veux descendre, non, ça c'est contournable. Mais vous voyez, derrière pomme de terre, une interculture très courte, et ça on se rapproche du problématique maïs en silage. Le record de quantité d'azote présent dans le sol sous un blé, en Ille-et-Vilaine, c'est là que j'ai le record, 333 unités d'azote, au mois de novembre sous un blé. À l'Oéac, 333 unités d'azote. Le gars s'appelle Bertrand, j'ai dit Bertrand, tu as piqué sur une bouse de vache, on refait une analyse. 330. Donc en fait, le couvert végétal, ça c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, va capter la minéralisation du sol. Ça c'est la minéralisation, on aura du lessivage et des reliquats. Alors le lessivage, il sera induit par la filtration du sol. On prend la dernière parcelle qui est très sableuse, tu sais, ben, c'est plus sujet à du lessivage. La parcelle-là est moins sujet, mais comme ton sol est presque plus superficiel, tu auras plus de lessivage, quoi. Parce que plus dès que l'azote a dépassé la zone racinaire, d'où l'intérêt d'avoir une zone racinaire profonde, plus tu sensibilises au lessivage. Et quand on analyse les reliquats, c'est ça. Et en fait, le couvert va te permettre de faire passer la minéralisation en piégeage. Tu changes de compartiment. Et si tu mets des légumineuses, c'est la fixation. Donc là, j'ai pris un couvert moyen, je suis à 130 unités d'azote. Voilà ce que j'ai gagné. Et en fait, entre couvert et pas couvert, bah ici, j'ai 130 unités d'azote. Et ici, bah l'agriculteur, il est content parce qu'il y en reste 60. Et ici, bah il ne reste plus que 30. Et c'est terrible. Tu vois que c'est celui qui a fait le mieux en matière de gestion d'azote qu'on a le moins de disponible. C'est terrible. C'est celui qu'on a stocké le plus, qu'on a le moins de disponible. Il en a même fixé. Alors que c'est celui qu'on a perdu beaucoup, qu'on a le plus de disponible. C'est pas simple l'azote, mais... Alors, souvent derrière maïs en silage, on a de la fertilité. C'est pour ça que c'est pas la peine de choquer le sol, tu vois, pour... ça, j'ai pris ça dans le secteur de Beaupréau. Ça, c'est des collègues danois qui ont travaillé là-dessus. Alors, ils ont travaillé sur des tours pour mesurer l'enracinement. Et ils ont mesuré les flux d'azote jusqu'à 2,50 m. Oui, il y a des gars ambitieux. Hein. Il y a des gars ambitieux. Mais en fait, ici, on a un total d'azote de 250 unités sur les 2,50 m. Et en fait, vous voyez que si on est sur les crucifères, la totale azote sur crucifères, c'est la ligne verte là. On n'a que 35 unités d'azote. Je rappelle, encore une fois, vous allez voir, quand je veux piquer de l'azote, l'outil, c'est le crucifère. Alors, navette, colza, c'est l'outil crucifère. Ensuite, la céréale. Je suis à 78, je suis en double. Vous voyez, c'est le trait rouge. Alors, on joue sur l'épaisseur de trait. Mais il y a 2 fois plus d'azote disponible sous une céréale que sous les crucifères. C'est la force des crucifères dans l'histoire. Et là, c'est mon blé. Enfin, c'est leur blé. Et la plante pas couverte. Vous voyez qu'il y a 240 unités d'azote qui est disponible. Mais vous voyez comment ça se répartit, ça descend déjà dans le sol. Et ici, là, on était au mois de novembre. Ici, on est au mois d'avril. Vous voyez que le mois d'avril, l'azote derrière le blé a descendu et l'azote sur la zone non couverte a descendu. Ici, c'est 1,50 m. Ça va suivre, voilà. Ça, c'est 1,50 m. Ça, c'est 1 m. Ça, c'est 50 cm. Ben, si tes racines s'arrêtent à 50 cm, ça fait que l'azote qui est descendu, elle est perdue. D'où l'intérêt d'avoir un sol qui fonctionne en profondeur. Si tes racines y descendent à 1 m, ben, ton azote n'est pas perdu pour autant. Et ça, c'est la crucifère. Et la crucifère, elle a remonté l'azote à la surface. En fait, à notre époque, on avait un truc qui s'appelait les Shadocks. Ça vous parle, ça, les plus anciens, là les Shadocks. Ils ne savaient pas pourquoi ils pompaient, mais sur la planète Shadok, il fallait pomper. Hein. Et il y avait plein de belles morales. Et donc les couverts, ça fait du Shadok, ça remonte l'azote. Parce que ça a toujours tendance à descendre. Et puis on arrive à la récolte, ben, vous voyez que s'il y a beaucoup d'azote qui est descendu, et les couverts a bien remonté. En fait, vous allez renforcer la fertilité à la surface du sol, parce qu'on ne ramène pas que de l'azote,
Ça, c'est dans un couvert de sorgho, c'est la quantité d'azote qui est dans la partie aérienne et la partie racinaire, mais vous allez avoir tous les éléments. En fait, les plantes ne vivent pas que de l'azote. Il faut être honnête, tu vas avoir tout. Et tout ça, tu vas piéger ça dans ton sol et tu vas remonter ça à la surface. Donc en fait, on va enrichir année après année en fertilité minérale la zone de surface. Parce que vous remenez ce qu'il y a dans les profondeurs. Alors, il y a des trucs qui n'auraient peut-être pas bougé et qui ne vont pas s'en aller. Et c'est important que la zone de surface soit la plus riche. Parce que ton sol, la fertilité doit descendre de manière graduelle. Ça, c'est un profil de sol avec, c'est tous les 20 cm mon mètre. Et ça, c'est le couvert végétal en descendant dans le sol. Et j'ai pris les racines. C'est un sol qui fonctionnait bien. Et on arrive quasiment à 1,50 m dans le fond. Voilà, là on est dans le fond, là je ne sais pas si tu arrives à lire, 1,35 m, 1,40 m. Hein. Tu vois toutes les racines qui sont là déjà. Il y a un couvert qui a 2 mois et demi. 2 mois et demi. On est rendu là. Donc oui, on peut aller chercher de la fertilité, c'est assez violent, mais on était sur un sol super bien structuré, malgré que c'est pour un sol de qualité extraordinaire, on est dans l'Isère, et il y a eu, ça revient à la question qu'on avait, on a eu de la luzerne dedans. On a eu de la luzerne à un moment donné. La structure de surface, alors les plantes vont avoir des petites actions différentes, hein, c'est chacun... Les crucifères ont plutôt tendance là à rendre le sol glacé en surface. C'est pas des super structures, c'est mieux que rien, mais il y a une plante qui est extraordinaire en matière de structure, c'est la facélie. Ça c'est dans la même parcelle, c'est en Belgique, entre facélie et crucifère. La facélie, ça te tisse le sol d'une myriade de petites racines, un peu comme un raigras, mais c'est beaucoup plus facile que le raigras. Et on va améliorer le sol. Ça vient de Mayenne, ça, Nord-Mayenne. Bon, entre ça et ça, ben, il y a un sol qui passe mieux l'hiver. Ça, c'est un couvert l'année dernière, en Suisse. Le couvert, il a 2 mois. Il a été semé le 20 juillet, et là, on est le 22-23 septembre. Sur un sol qui fonctionne bien. Vous voyez un peu l'organisation structurale que l'on a, c'est quelqu'un qui a une quinzaine d'années. Et donc ça, c'était les racines à cette profondeur-là. Ça, c'était les racines dans le fond. Là, je suis dans le fond. Là. En 2 mois, je suis à 2 mètres. C'est impressionnant. Quand vous avez l'organisation structurale, vous pouvez descendre. Et vous êtes moins sensible à l'eau. Et ça, c'est un couvert sur des sols un peu plus pierreux. On est dans l'Isère aussi. Là, c'est l'ancienne semelle de Labour. Donc là, le couvert joue bien le rôle du décompacteur. Tu vois, je préfère utiliser des plantes pour faire le boulot que d'utiliser une machine, quoi. Y a des gars qui ont des sols qui ne sont pas faciles. Et ça, c'est le lycée agricole de la Côte-Saint-André, sans couvert, mais en TCS. Et ça, c'est le lycée agricole du Valentin, dans la Drôme, le même type de sol, mais j'irais sans couvert avec du travail un peu inadapté. Vous voyez, tout ça, c'est compacté. C'est le même type de sol, ancien lit du Rhône. Et en fait, aujourd'hui, ils ont créé une semelle de surface. Ça, c'est les tiges de maïs qui sont ensevelies dans le fond. Et donc, là, c'est complètement... sans irrigation, t'es mort. Quand tu as un sol comme ça, ou tu as un sol comme ça, tu n'as pas la même sensation de sécheresse ou d'excès d'humidité, quoi. Et ça, c'est l'agriculteur qui est responsable. C'est hyper performant pour structurer les argiles en profondeur. J'en viens à ce que je vous ai dit chez moi. Ça vient de la Sarthe. Parce qu'en fait, c'est des racines l'été. Et l'été, quand tu as de l'argile, en fait, il faut pomper l'eau profonde en été ou à l'automne. Parce que c'est comme ça qu'on crée des fissures dans l'argile. Et qu'est-ce qui pompe l'eau? C'est des plantes qui poussent. Et en fait, ce n'est pas la racine qui pousse comme ça, qui ouvre le sol. C'est la plante qui arrive, puis qui prend de l'eau parce qu'elle a besoin d'eau. Puis automatiquement, l'argile a fait du retrait. Et là, ça crée une place et elle rentre dedans. Et une fois que la racine est passée, c'est ce que je vous ai montré ce matin, eh bien, tu as un passage. C'est comme tu mets le pied dans la porte, c'est de l'organique qui va être déposé là, ça va attirer de l'activité biologique, et c'est une autre racine qui viendra. Et qu'une autre racine, elle ouvre un peu plus, et puis tu progresses. Et puis, ça va améliorer la nourriture du sol. Alors là, c'est une approche un petit peu compliqué pour des céréaliers, mais que vous allez comprendre très bien, c'est qu'en fait, si on veut alimenter le sol et qu'on raisonne le sol comme un ruminant, il faut qu'on équilibre
le rapport C sur N. Vous parlez PDI-UF. Mais c'est le rapport C sur N. Et si tu nourris ton sol qu'avec de la paille, ce que font les Bourguignons par exemple, beaucoup de céréaliers, que de la paille. Ben, nourrissez vos vaches qu'avec que de la paille. Ça peut marcher, mais ça ne va pas très bien. Et ils ont pas mal de problèmes. Ils ont les limaces, ils ont des problèmes fongiques, ils ont tout s'ensuit. Ils nourrissent qu'avec que de la paille. Donc les couverts vont dans ce cas-là amener du sucre, amener de l'azote, pour équilibrer un peu un système trop pailleux. Bon, je connais des gars qui nourrissent leur sol qu'avec un peu trop d'azote ou de plantes jeunes. Donc là, on va plutôt aller avec les couverts à ramener de la cellulose, de la lignine, pour ramener du carbone dans des scénarios qui n'en a pas assez, quoi. J'ai un producteur de patates dans le secteur un peu plus bas que Marmande, Lot-et-Garonne, patates primeurs, on fait des sorgho derrière, pour faire de la biomasse, compenser carbone la patate, quoi. Donc, bien penser qu'on alimente le sol. J'en reviens à la vie du sol. C'est très lié à la photosynthèse que l'on fait et la biomasse. En fait, le stock que tu laisses, que tu arrives à produire, c'est le stock fourrager pour la vie du sol. Et en fait, si on veut de la vie du sol, faut couvrir, avoir un environnement favorable, nourrir, on a déjà parlé de ça, nourrir avec de la qualité, de la diversité. Et nourrir tout le temps aussi. Parce que si tu as des arrêts, là, les vers de terre, là, ils vont énormément bosser dans ton champ. En fait, au printemps, dans la parcelle où tu as le bourrier, tu auras un gros travail de vers de terre. Parce qu'en fait, ils vont presque se battre pour le peu de nourriture qu'il y a. Non, mais c'est parce que c'est mon brin de paille, c'est le mien. Et non, il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc là, tu auras une activité supplémentaire. Et puis pour nous, c'est devenu une sécurité pour semer. Donc on va semer en direct. Ça, c'est un collègue anglais. Il avait de l'argile. En technique simplifiée en argile, quand ça commence à être gras en Angleterre, tu as vite fait de bourrer un semoir. Je l'ai fait passer dans le couvert. Le semoir était propre. Donc maintenant, c'est devenu son scénario. Ça protège le sol une fois qu'on a semé. Ça, c'est un triticale qui est en train de lever. Et puis, ça va nous servir dans la gestion du salissement. Ça, c'était la sortie qu'on avait. Ça a été pris en Ille-et-Vilaine, dans le secteur de Maure de Bretagne. C'est une plateforme qu'on avait, un champ de comparaison, qu'on a mis en place en 2002. Donc, il est encore actif aujourd'hui. Et en fait, entre ça ou ça, c'est quand même mieux d'avoir ça que ça. Mais c'est le même champ. En fait, si tu fais rien, il y a quelque chose qui va pousser. C'est inévitable. Inévitable. Et plus tu auras de la fertilité, plus tu auras des trucs qui poussent. En fait, je préfère faire pousser quelque chose que je choisis, que je sais que je vais gérer, qui va m'apporter des bénéfices, plutôt que quelque chose comme ça, parce qu'en plus, les maudits kénopodes, comme la majorité des adventistes, sont capables de vous faire des graines très rapidement. Très, très, très rapidement. Donc, on arrive à s'échapper à ça. Alors, pour arriver à contrôler le salissement, il faut quand même arriver à 4-5 tonnes de matière sèche. Il faut de la densité. On va retrouver les stratégies d'association. Il faut de la densité. Il faut occuper le terrain. Et il y a une barrière autour de 4-5 tonnes de matière sèche. Alors ça, c'est en 2018. Et j'avais en fait cassé la distribution de mon semoir. C'est derrière un blé, et ça, c'était pris au mois d'octobre. Et en fait, je m'en suis aperçu quand ça a levé. Bon, ça me fait un essai supplémentaire. Là, ça me répond à 3-4 questions que je peux avoir. J'ai encore des graines d'adventice. On pourrait penser qu'il n'y en a plus, après 25 ans de non-labour. Non, j'ai encore des graines d'adventice. La deuxième question que ça répond, l'année d'après, je vais mettre un maïs, en direct. J'ai semé ça le 18-19 juillet. Si j'ai ça au 15 octobre, comme végétation, ça veut dire que la structure n'est pas si mal que ça. J'ai semé en direct dans le chaume, que la fertilité n'est pas si mal que ça, que la gestion de l'eau n'est pas si mal que ça. Tu veux, ça répond à pas mal de questions que tu peux avoir. Ça m'apporte une autre réponse, que le couvert ne m'a rien coûté.
Alors je devrais rajouter 2 plus. Parce que si je ne fais pas de couvert dans ce champ-là et que je fais un blé maïs, ben, je ne peux pas laisser ça. Je vais être obligé de déchaumer 2 fois, de broyer, de traiter. En fait, quand je fais la somme des petites dépenses que je vais faire pour gérer mon interculture entre mon blé et mon maïs, ben en fait, je vais dépenser la même chose que mon couvert. Un SMI, quand tu es en direct, ça coûte presque pas plus cher qu'un déchaumage. Alors, après, il ne faut pas être comme en fou, ça, on est dans la Drôme. Un producteur de basilic, bon, il a foiré son couvert. C'était ça son couvert, il venait de le broyer, il avait semé ça. Et en fait, quand je regarde la quantité d'adventices qu'il avait dedans, oui, là, tu fais plus rien, et c'est des adventices qui poussent. En plus, c'est un producteur de basilic, tu te rends compte les dicotes, les amarantes qu'il y avait dedans, les kénopodes. Et là, on est en train de se créer un problème pour bien quelques années. Hein. Voilà, amarante, puis il y avait un peu de renouée. On revient chez nous pour vous montrer la force des couverts et la force de la préhension d'azote. La majorité du salissement qui nous ennuie, et ça c'est une clé énorme, c'est des plantes nitrophiles, qui sont opportunistes. Quand vous avez de la fertilité disponible, ça vient. Ça c'est mon Franck, il a semé ici du colza, sortie triticale, à 5 km/h. Avec le disque, pour ne pas brasser du sol. Ici, il a semé du trèfle incarnat. Ici, il n'a rien semé. C'est un été qui était sec, et ici, il a semé du sarrasin. C'est un été qui était très sec. Quand vous n'avez pas de repousse, c'est que tu sais que tu n'as pas eu d'eau. Et en fait, si on refait un peu le marche arrière, bah ici, tu vois le salissement qui est né. Ici, tu n'as pas de kénopode. Pas un. On a occupé le terrain avec un colza qui a bouffé la fertilité. Et comme on ne les a pas réveillés, tu sais, ils attendaient qu'une chose, c'est que tu les réveilles un peu. À 5 km/h, ben à 5 km/h, tu en as réveillé quand même. Là. Et comme on a mis un trèfle incarnat, ben le trèfle incarnat il est élevé, mais ce n'est pas une plante qui pousse vite. Et là, on a même du datura dans ce champ-là. C'est ça du datura. C'est une saloperie. Hein, mais ben, là, il a géré. Il a géré. Parce que, en fait, la fertilité disponible était râlée pas crête. Et les kénopodes, ben, même s'ils essayent de démarrer, en fait, il n'y a pas assez de fertilité parce que c'est une plante de fertilité, quoi. On n'a plus rien, les crucifères ont été plus rapides. Ça, c'est un gars dans le secteur de Lyon l'année dernière, très sec, et il était déçu de son couvert. Voilà, il me dit, ah, non, ça fait 2 mois que j'ai semé ça, t'as vu mon couvert, c'est sec dans le sud, est. Alors c'était un gars qui démarrait. Il y avait le même couvert à Genève, mais chez quelqu'un qui avait 15 ans. Donc la gestion de l'eau différente. Et en fait, là, c'est super ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, il a des plantes qui sont vivantes. On avait un bon enracinement. Et comparé ici, il avait déchaumé. Ben, c'était que du salissement qui était là. Et j'ai dit, mais dès qu'il va pleuvoir, ben, ici, c'est ton salissement qui va devenir ton couvert. C'est ce que tu veux pas. Et ici, ben, c'est ton couvert qui va démarrer parce qu'il est vivant. Et ton système est armé pour profiter de la première pluie. Tu ne sais pas quand ça vient, mais quand ça va venir, ça va pouvoir produire quelque chose. Alors, on peut aller jusqu'à fertiliser les couverts. Ça, c'est un peu de lisier sur les couverts. On est en Bretagne, Côte d'Armor. Et là, en fait, on a eu un petit différend avec l'agriculteur. Il dit, le couvert ne pousse pas. Alors, un Costa-Ricain me dit, ça ne pousse pas parce que c'est sec. Alors, moi, je dis non, Côte d'Armor... tu peux me le dire si tu es tarné, mais un Costa-Ricain, non. Dis-moi, ça manque d'azote. Alors il me dit là, tu t'abuses, hein, parce qu'on a un troupeau de vaches laitières, on a un élevage de veaux, puis après on prend du lisier d'un voisin qui en a un peu trop. Donc je dis, moi, ça manque d'azote. Il a mis un coup de lisier là. On a doublé la biomasse en 3 semaines. Et où on a doublé la biomasse, ça c'est la bande qui avait reçu du lisier. Vous voyez, il y avait du couvert quand même, mais c'est propre. En fait, ça a permis de montrer que la densité du couvert, l'occupation du terrain, c'est ça qui fait que tu vas tenir un champ propre. Donc il faut de la densité, il faut un sol qui crache. Et les Suisses ont bien montré, ça c'est un travail que fait par les Suisses, ça c'est le niveau de vitesse et le niveau de couverture par le couvert, et ça c'est le niveau de salissement. Ben, un couvert qui ne pousse pas, c'est le salissement qui pousse.
un couvert qui s'installe vite, qui pousse vite, tu vois, comme le sarrasin, ben, tu n'as pas de salissement. C'est une course contre la montre. Alors là, lupin blanc, lupin bleu, ça pousse pas vite, c'est du salissement qui s'installe. Excuse-moi pour le lupin. Hein. Alors, ça peut même être, je n'ai pas débobiné ça, mais ça peut, je suis pas, des fois on peut utiliser des fois du salissement, ça m'est arrivé, mais si le salissement est installé, laissez-le installer, mais venez le broyer pour pas qu'il fasse de graines. C'est pas la peine de détruire une végétation qui est là, mais si elle peut vous servir, mais surtout, il ne faut pas qu'elle fasse de graines. Nous, on aime bien aujourd'hui la vesse aussi, en tant que légumineuse, je reviendrai là-dessus. Parce que en fait, elle pousse très vite, elle arrive à ensevelir la végétation au printemps. C'était l'année dernière, elle nous a enseveli des boutons d'or, du raies gras, c'était impressionnant. Mais ça, c'est la force des légumineuses au printemps. Et puis, j'ai mon collègue nord-américain, c'est Steve Roth. En fait, on est du même âge, on a à peu près la même structure d'exploitation. On fait à peu près le même job, lui, aux États-Unis, moi en France. Et puis, on a eu pendant 20 ans le même tracteur, un 6004 John Deere. Donc, la seule différence, c'est que j'avais un C15, il a un pick-up Ford 250. Donc, on fait un tour de ferme chez lui et chez moi, c'est différent. Hein. Et donc, il produit des citrouilles, c'est le producteur des citrouilles. Là, il est en train de planter des citrouilles d'Halloween. Dans des métailles, vous voyez, c'est un métail qui est roulé. Voilà les citrouilles. Et donc, ça permet d'aller quasiment sans herbicide. Alors, c'est pas tous les ans, mais ça peut pousser assez loin. Et aujourd'hui, il a gagné plusieurs éléments avec ça. C'est que ça lui permet de paloxer directement les citrouilles dans le champ. Parce qu'avant, quand c'était sur terre ou sur bâche, ben les citrouilles, il fallait les rentrer à l'atelier, il fallait les laver. Et tu avais toujours le côté un peu jaune-blanc qui était au sol. Donc tu avais une double manipulation supplémentaire. Donc quand tu produis 80 tonnes de citrouilles hectares à la main, si tu peux les paloxer directement au champ, c'est un énorme bénéfice. Il a eu un autre bénéfice qui est assez intéressant, c'est qu'il louait les services d'un apiculteur pour les citrouilles. Et faut savoir que la majorité des abeilles, à peu près 1000 abeilles sur le territoire français, on présente souvent l'abeille qui est pour faire le miel, l'abeille domestique, mais la majorité niche dans le sol. Et donc en fait, on peut avoir plein d'abeilles sauvages, et en fait on a une meilleure pollinisation maintenant, et il y a une étude qui a été faite chez lui, avec tous les abeilles qu'il a dans son système, parce qu'il a une diversité d'abeilles. Tu as l'abeille qui se lève le matin quand il y a un peu de vent, et puis qui n'a pas trop peur, et puis tu as celle qui vole que quand c'est trop chaud, et ça marche toujours. Et en fait, il s'est un peu, pas fâché, mais c'est toujours les dollars qui vont très rapidement aux États-Unis. En fait, son apiculteur, il lui demandait de l'argent pour venir polliniser. Mais maintenant, c'est lui qui lui demande de l'argent pour venir brouter ou consommer le pollen, tu vois, pour nourrir ses abeilles. Tu veux venir nourrir tes abeilles chez moi? Bah oui, mais tu vas me donner tant de dollars. Ah bon? Bah non, mais j'ai pas besoin de toi, j'ai des abeilles. Hein. Et donc, lui, il a été très loin. Moi, ce que j'arrive pas à faire, si j'avais pas l'élevage, j'aurais été déjà testé ça. Et donc, c'est pousser les couverts le plus loin pour utiliser des paillages. Et là, on peut arriver à limiter fortement l'évaporation et gérer le salissement. Il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle For Evergreen, être vert tout le temps. Alors, il faut des matériels rouges maintenant. Si tu veux être vert tout le temps, il faut être rouge en matériel. Hein. Voilà. Et donc, on peut arriver avec des équipements spéciaux qui permettent de rouler le couvert. C'est en train de se multiplier. Et en fait, ça nous permet d'arriver dans les systèmes qu'on appelle ABC. En fait, ça, c'est agriculture biologique de conservation. Là, c'est un semis de soja à l'université de Madison, donc au Wisconsin. Semer du soja là-dedans, en bio. Il faut avoir la foi. Hein. Et ça, c'est le soja un petit peu plus tard. Hein. Et donc, ça, les rendements en soja de l'université de Madison. Donc, au départ, en semi-direct sous couvert, on a 31, là, on travaille du sol et on a 20.
Mais quand tu commences à descendre dans le tableau avec un peu d'expérimentation, 38, 36, 32, 31, 38, 40, 40, 36, 31, 29. Pas si déconnant que ça, hein. Pas si déconnant que ça. Hein. À l'ISARA, à Lyon, donc ils ont commencé à travailler ça également. Donc ils sont en collaboration avec l'université de Madison. Et donc pour arriver à bien gérer le salissement, il faut être à 8 tonnes de matière sèche en surface. Donc c'est là que si tu consommes, tu ne peux pas jouer sur tous les tableaux au bout d'un moment. Mais 8 tonnes de matière sèche, c'est ce que ça représente. Et là, ça vient d'être semé. Et en fait, si on est supérieur à 8 tonnes, on réduit le salissement de quasiment 80%. Il y a plus de 16% d'adventice. Si on est en dessous de 6 tonnes de matière sèche, le salissement est encore de 62%. Pour atteindre un couvert de 8 tonnes de matière sèche, il faut un temps de végétation énorme en nombre de mois. Ouais, et de la fertilité. Mais il faut pas croire qu'un couvert de 3-4 tonnes va te gérer du salissement. Si tu veux, je veux être clair avec ça. Là, c'est sans glypho avec roulage. Hein. Alors, ils n'ont pas réussi ça tous les ans, mais il y a du bon. Hein, il y a du bon. Et ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Hein. Et donc, après, quand tu te dis limitation de l'évaporation, ça, c'est des sojas qui n'ont pas été binés. Parce qu'en fait, quand tu pars dans ce truc-là, en fait, binage, c'est fini. Hein. Tu as intérêt de réussir ton couvert. Et ton désherbant, c'est ton couvert. Et si on regarde le résultat technique, ici, en temps de travail, on a 2h03 contre 6h08. Le soja classique bio biné 15 fois. Consommation, on a 50 litres contre 99. Nombre de passages, 5 contre 13. Et la marge de brut, on a 1400 contre 802. Même si tu récoltes une année sur deux, tu peux te le permettre. La marge de brut, pour moi, elle n'est pas bonne parce qu'on n'a pas tenu compte du sol. Parce que ici, je fais du soja et je récupère de l'argent et j'ai un soja qui est constructeur de sol. J'ai des pratiques bio qui sont constructrices de sol. Et ici, je fais du soja. Je ne gagne pas tant que ça. Et en plus, je suis destructeur de sol. Et le sol, le sol n'est pas compté dans la sphère. La technique, il faut être épi, sortie étamine. Parce que quand tu es sortie étamine, la plante met toute son énergie vers la mise à grain. Tant que tu es en début épiaison, tu couches, ça repart. Faut que c'est pas psychologiquement, parce qu'on va pas. Mais tu vois, la plante, elle a dépassé un cycle que là, en fait, elle est en train de vider, commence à vider toutes ses réserves pour aller sur le grain, et en fait, elle n'a plus rien pour partir. Ah non, mais le génie des paysans, c'est ça. On est chez Michel Thibaudot, Québec. Donc, tu vois le soja qui est en train de lever là. Là, tu te dis, il y a un petit truc là. Parce qu'en fait, si le soja il lève, il vient de rouler. Comment il a fait le Michel Thibaudot pour faire ça? C'est des fous. Il y a des fous. Quand il sème son couvert, c'est là qu'on met de l'organisation. Il sème son couvert et il laisse des bandes qui sont préparées pour venir semer le soja. Et en fait, il sème le soja aux dates, parce que pour être à la bonne date pour tuer, tu vois, pour le rouler. Ah oui, mais t'es décalé. Alors, on est moins décalé avec le soja, on est encore moins décalé avec les citrouilles, parce que les citrouilles, on les sème au mois de mai, tu vois, fin mai. Donc, ça va. Le maïs, c'est un peu tard, j'en conviens. Et le soja, on perd un peu. Et ben, le Michel, pour gagner, il a dit, je fais des bandes, et il a bricolé un rouleau, où en fait, il divise, tu vois, les bandes de seigle, il les fait passer sous le rouleau. En fait, au lieu d'avoir une bineuse, c'est un rouleau. Mais les 3 semaines qu'il y a, que tu sèmes et que le soja commence à démarrer, le soja, il est protégé dedans. Et moi, qui a des soucis de pigeons, je me dis, bordel, ce serait peut-être pas con, quoi. Si tu veux, les pigeons, ils ne voient pas que tu es en train de semer un soja et que tu as un soja qui est en train de décoller. Si tu as une végétation dense, on en revient à une végétation dense. Hein. Mais même dans parce qu'en fait, tu couvres. Tu couvres. Hein, mais tu as une ligne et tu arrives à te musser avec un diviseur là-dedans, tu l'écartes et c'est les rouleaux qui te le piétinent. Comme ça, tu peux avoir le semis qui est décalé de la destruction. Et si tu décales, tu gères encore plus loin le salissement. Et le couvert ne se redresse pas pour étouffer
Non, parce que quand tu es là, en fait, le système de rouleau, c'est on pince. C'est sadique hein, ce qu'on fait, parce qu'en fait, tu pinces la végétation, tu la coupes pas. Il faut surtout pas la couper, et tu la pinces à plusieurs endroits. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la dominance apicale. Donc, c'est des hormones qui font que si tu coupes, ben, automatiquement, tu n'as plus l'hormone, et c'est les rejets qui vont repartir. Et là, ben, on laisse encore un flux de sève petit, ce qui fait qu'encore la plante, elle ne sait plus. J'ai encore l'apex, puis l'apex, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça fait qu'elle perd sa sève assez rapidement et elle va se dessécher, quoi. En AB aussi, un truc qui est possible, on en revient à être capable de circuler dans les parcelles, ben, ça ouvre sur plein d'autres trucs, quoi. Parce qu'on peut revenir ressemer sur des parcelles au printemps, les sols sont portants. Si tu veux, quand tu peux intervenir sur une prairie, tu peux intervenir sur un champ, tu sèmes ce que tu veux, et là, semer du trèfle, semer de la luzerne, pour avoir, une fois que tu as récolté, quelque chose qui repart, quoi. Et là, tu as aussi un couvert qui est là. Hein, donc, et c'est plus facile à réussir en AB, parce qu'en fait, on a un peu plus de lumière. Nous, avec la fertilité, on a moins de lumière, et avec le désherbage, on est un peu plus risqué. En fait, notre stratégie couvert, ça vient de chez mon collègue Steve Grove, c'est d'avoir un sol couvert tout le temps et d'avoir toujours une plante vivante qui pousse. C'est ça l'idée. Là, c'était un maïs sur un couvert de seigle et il est en train de relayer le maïs en silage avec un métail. Et si on veut que le couvert pousse bien, il faut le semer tôt. Parce qu'en fait, tu as toujours un laps de temps important pour que tu lèves et tu t'installes. Tu mets en place les panneaux solaires. Et c'est une fois que les plantes ont mis en place les panneaux solaires qu'elles peuvent faire du développement. Et si on sème tard, ben, tu es décalé et tu arrives à la Toussaint et ça ne fait plus rien. Il faut semer des semis de qualité. Alors les sipans ont laissé cette stratégie-là. On jette des graines, on enterre un peu. Et en fait, souvent, les graines mal placées, ça donne ça, bien placées, ça donne ça. Et là, c'est pour de l'avoine qui fonctionne bien, mais il faut des semis de qualité. Et en fait, si on veut faire des semis de qualité, souvent le semis direct en été est bien. Alors ça, c'est en Suisse. Alors la navette, elle n'est pas morte, c'est de la navette. Mais là, elle a été semée en direct dans le triticale, et là, ça a été semé avec une herse rotative. Et en fait, en direct, on a profité du peu d'humidité. C'est la navette, c'est un peu le champ de colza de tout à l'heure. Ouais. D'accord? Imaginez que c'était du colza et puis on sort de la neige qui a grillé le colza. Et puis ça a été semé avec la rotative. Dès que vous brassez, vous faites lever. Et ça, c'est une implantation de couvert dans le Tarn. Et donc, les gars du Tarn, ils me disent oh putain, allez, le vent d'automne, Fred, hein, l'argile du Tarn et le vent d'automne. C'est pas facile. Donc on avait une plateforme avec le technicien de la chambre, Yves Ferrier, au lycée agricole de Flamarins l'année dernière. On devait faire une démonstration sur les couverts végétaux qui a été annulée. Bon, c'était comme ça, mais moi on avait mis la plateforme en place. Et donc l'idée c'était montrer l'impact des jours post-moisson pour semer. Donc là, ça a été semé en direct avec un semoir à disque 5 jours après. Ça a été semé en direct sitôt moisson. Dans le Tarn, des argiles du Tarn, et les températures été du Tarn. L'été 2020 était très sec et assez discriminant. Ce n'était pas l'été qu'on a eu en 21. Ça, c'est le 1er août. Donc vous voyez bien que la gestion précise de l'eau, ça tient à pas grand-chose. Hein, et ça, c'est le 1er septembre. Donc le couvert, il a été détruit après, parce que la parcelle a parté dans une autre utilisation au lycée agricole. Hein. Et ça, c'était... On va aller sur cette bande-là. Et cette bande-là, c'est la bande qui a été semée sitôt moisson, avec un léger travail du sol. En fait, on n'a pas un sol qui est encore prêt pour du semi-direct. Il y a eu un léger travail du sol. Et il y a eu un roulage sitôt après. Mais sitôt moisson. Tout ça a été fait, fissa, sitôt moisson. Comme si tu devais semer un trèfle, tu vois. T'imagines, tu sèmes un trèfle, tu fais un petit peu de terre, tu jettes les graines, tu roules, dans le peu de fraîcheur qui reste, tu avais ça. Entre ça et ça, c'est le même été, c'est la même terre. C'est le Tarn.
Les gars dans le Tarn, ils ne peuvent plus me dire que le vent d'autant. Non, non. Tu peux mettre de la technique en place et on peut arriver à faire lever des couverts, mais c'est la gestion précise de l'eau en été. Ça, c'est en Sologne, chez moi. J'ai semé un couvert avec un outil à dents sitôt moisson. Et là, j'ai semé avec mon outil à 10, 4-5 jours après. Bah, ça ne tient pas grand-chose, la réussite. Et c'est la gestion de l'eau précise qui est importante. Et c'est pareil pour des colzas. C'est la gestion de l'eau précise. Alors là, on va retrouver un très bon essai qui a été fait en Loire-Atlantique, chez Sky. C'était en 2018 ou 2019, un été sec. Et donc, ils ont géré la différence de hauteur des pailles. Ça, c'est des pailles fauchées haut, ou vous, ce serait des pailles ramassées. Et ça, c'est des pailles broyées, déchaumées. Et c'est les couverts qu'il y avait derrière. Donc, à partir du moment où tu fauches haut, tu as plus accès au sol et tu n'as pas la préhension négative des pailles, parce que les pailles te prennent beaucoup d'azote. Et en fait, on a mieux fait élever les couverts, je n'ai pas détaillé le graphe, mais on a mieux fait élever les couverts quand on était en paille haute, parce que ça ne gêne pas un outil de semi-direct, alors que des pailles au sol, ça gêne un outil de semi-direct. Ça, c'est la moutarde paille haute, c'est la moutarde paille rase, broyée, déchaumée. Vous imaginez pas la quantité d'azote que vous prend un chaume. Ça, c'est un travail de démonstration qui a été fait par François Mullet. Donc en fait, il a pris des containers, il a mis du sable, il a mis de la matière organique, et à la surface, il a mis différents résidus. Là, il a mis de la paille compostée à froid, et c'est avec du chou rouge. Et le chou rouge, c'est la crucifère qui est la plus sensible au manque d'azote. Ça, c'est de la paille fraîche. Ça, c'est du gazon. Bah, tu as un produit assez serein plus bas. Ici, c'est du BRF. Ici, c'est BRF plus gazon. Et là, c'est compost de feuilles plus gazon. Alors, c'est dommage parce qu'il n'a pas mis un truc d'ammonitrate. Mais tu aurais vu des choux qui étaient le double de tout, quoi. Hein, et là, vous voyez bien qu'on n'imagine pas l'influence que peut avoir les pailles sur la fertilité. Surtout quand c'est des petites graines, parce que c'est à l'endroit que tu mets. Si tu veux faire lever du trèfle, si tu veux, on va avoir plein de préhension. Alors quand on prélève la paille, on enlève ça. Si tu veux, c'est un inconvénient parce que tu vas retarder ton semis de couvert, mais c'est un avantage parce que tu n'auras pas l'inconvénient de la paille. Parce que tu as une utilité ailleurs. Ça, c'est un collègue à Louis Xavier. On est à côté de chez lui. Et j'avais vendu en fait des semences, des mélanges de couverts. Et il s'appelle Éloi. Et j'ai un coup de téléphone d'Éloi en mois de septembre. Oh Fred, tes couverts, c'est de la merde. Bon, bah, écoute, moi, ils ont levé chez moi. Ouais, c'est pas levé, tout ça. Bon, ok, affole-toi pas, je vais te voir. Puis quand j'arrive chez lui, moche. Puis un coup de bol, dans le coin du champ, là, il y avait du couvert. Ouf, là, c'est levé. Et c'était bien le mélange que j'avais. Et je dis, mais t'as fait quoi là? Éloi, bon, je sais pas, c'est un peu un artiste, hein, Éloi, des fois. Et donc, puis elle secoue un petit peu. Ah ouais, c'est vrai, quand j'ai désherbé mon orge, ben en fait, j'ai pas eu assez pour finir mon champ et c'est le coin que j'ai pas désherbé. Ben, cherche pas. Mais cherche pas. C'est le désherbage qui a fait, la rémanence du désherbage qui fait que le couvert pousse pas. Hein, et il y a plein de gens qui se tirent dans le pied. Trop désherbé, bon, on peut avoir des soucis. On est revenu aux outils à dents. C'est pour ça que ça peut être assez intéressant pour vous parce qu'il n'y a pas trop de... C'est pas des outils compliqués. Et on implante beaucoup mieux avec des outils à dents. Là, on est dans le 32, dans le Gers. Et en fait, là, il n'y a pas les tuyaux, mais c'est le soc qui est important. Il faut pas aller vite, en fait, pour que la terre ait le temps de redescendre dans le sillon. Et ça permet de recycler du matériel. Donc c'est tout sympathique, mais c'est un gars qui aime tellement bien le mot matériel, il me l'a tout sablé, tout propre peint. Donc ça aujourd'hui, ça fait un semoir neuf. Hein. C'est un mec du 37, à côté de Noyant. Ouais. Et donc après, il y a plusieurs socs, mais il y a toute une quantité de socs, mais on est sur des socs assez pas larges. À force de tanner les Morbillanais, sur semer le couvert, sitôt la moisson,
Ouais, mais Fred, il faut qu'on prélève les pailles, etc. Ouais, ben, au bout d'un moment, ils ont réussi. Hein, semoir sur moissonneuse-batteuse. Bretons, ils m'ont dit, ben, on peut encore gagner pour se rapprocher de la moisson. On a 20 cm. Et ça ralentit un peu la moissonneuse-batteuse, mais le couvert élevé est semé. Et ça permet d'avoir un peu plus de temps pour ramasser les pailles. En fait, parce qu'il y a la problématique ramassage des pailles. Mais c'est des fous, ils ont été jusqu'à accrocher au cul de la moissonneuse un vibro au départ pour semer. T'imagines, ça fait une demi-journée, puis le machin, il a fini en vrille. Et en fait, ça c'est bien, j'adore. Et c'était fait par la Chambre d'agriculture, c'est là que c'est encore plus génial. Et ça, c'est le couvert semé avec la moissonneuse-batteuse. Donc, taux de germination 60%. Le couvert agri semé pour faire des couverts 60%. Le couvert réglementaire, agri réglementaire, bah, semé quand j'ai le temps et un peu à la limite, 0%. Hein. Bon, mais fait par la Chambre, c'est là qu'il y a une sacrée valeur à cette expérimentation-là. La couverture du sol au 24,9, 53%, 69%, il y a une meilleure répartition ici. Là, il y a un peu de salissement qui couvre. Pourcentage d'adventice et de repousse, 20%, 9%. Et puis là, un pourcentage de sol nu, 26, 23. Là, on fait 3,5 tonnes de biomasse, on fait 2,3 tonnes de biomasse. Donc, c'est pas déconnant. Et en clair, si on veut réussir, il faut placer les graines. C'est toujours placer les graines, il faut semer. Ça permet d'éviter ce gros souci-là en élevage, c'est les andins. Les andins. Parce qu'en fait, sous l'andin, bah, tu as tes repousses qui démarrent et qui prennent de l'avance sur toi. Et tu es toujours obligé d'éliminer ces andins, parce que si tu sèmes en direct, c'est l'andin qui a de l'avance, les repousses dans l'andin qui ont de l'avance sur ton couvert. Donc là, c'est une belle réussite de semis de couvert, mais là, j'ai dit, tu as ramassé ta paille 5-6 jours après l'avoir moissonné. Il me dit, comment tu as vu ça? C'est mathématique. Il y a pas mal de tentatives de pendage de couvert comme ça. Bon, ça paraît plus simple. On commence à travailler avec du drone. Mais il faut vraiment des conditions de sol, des conditions de climat qui vont bien. Il y a des GUE, des moches là, qui travaillent sur de l'enrobage de graines, où en fait on arrive à coller tout un tas de graines ensemble pour utiliser des pois ou de la févrole pour avoir une bonne balistique et mettre un peu d'enrobage, de fertilité avec. Et comme ça on peut cracher les graines à 24 mètres sans problème avec un épandeur d'engrais. On a un petit mieux. On a un petit mieux. C'est encore à travailler. Ça, c'était les couverts cette année. Et en fait, avec des gens plus sud-ouest, où on sème d'abord un sorgho pour avoir une biomasse d'été. Et là, on fait du relais de couvert. Donc, premier sorgho, et après, on relaie avec des févroles. Tu vois, pour semer un métail, on pourrait presque être là-dedans. Parce qu'en fait, on occupe le terrain avec de la plante qualifiée pour ça. Et puis après, on relaie avec les févroles. Ça, j'ai pris ça, c'est ce gars-là, on est dans le Gers. Maintenant, il met un peu de radis. Tu vois, le volume de sorgho, et ça va être un maïs qui va être semé au printemps. Ça a été pris au mois de février. Le sorgho, il est semé quand? Le sorgho, sitôt moisson. Tu veux, comme on a un laps de temps très long, entre une moisson de blé, je veux dire, et un semis de maïs, ben, avoir un couvert qui fait toute la longueur, on ne va pas être performant. Donc on choisit là de faire un vrai couvert d'été, avec des plantes d'été performantes, et qu'on relaie avec plus de légumineuses pour préparer vraiment l'avenue du maïs. Les plantes qu'on utilise sont des plantes domestiquées. Et vous savez ce qu'est la différence entre une plante domestiquée et une plante sauvage? Une plante domestiquée, en fait, quand tu la sèmes, tu la mets dans les conditions favorables, tu as 100% des graines qui germent. Et une plante sauvage, 10, 20, on ne sait jamais, au cas où il m'arriverait une catastrophe. Et puis après, ça s'échelonne, si tu veux. Et en fait, c'est pour ça que les faux semis, ça ne marche pas si tant que ça, parce qu'il y en a toujours qui lèvent derrière. Hein, et donc, c'est pour ça qu'il faut, quand tu sèmes tes plantes, tes graines, avoir le maximum de bon environnement pour que la majorité puisse germer. Et il faut de l'hygrométrie constante. Il faut pratiquement être à 95-98 degrés d'hygrométrie, mais à tenir. C'est pour ça que dans le sol, l'hygrométrie du sol, c'est 95-98. Donc,
Une graine, tu la fais germer dans un brouillard, sans contact avec de l'eau, si tu veux, dans le sol. Tu la fais germer dans un brouillard, parce que tu es à 100% d'hygrométrie dans un brouillard. Et en fait, il faut vraiment... Et c'est pour ça que quand on se dirige plus vers l'automne, on arrive mieux à faire lever dans un couvert, comme ça. Mais quand tu te diriges vers l'été, et ce n'est pas un orage qui est favorable, c'est une semaine de crachin. Et Delia t'annonce une semaine de mauvais temps à la fin juin, début juillet. Là, tu t'envoies tes graines. Si on te dit un orage, tu l'as pas. Puis 3 jours après, tu as du 30 degrés, tu es mort. Puis après, tu as des champs qui sont aléatoires. Rentrée de l'azote, parce qu'on a besoin d'azote. Donc, vous vous rendez compte que quand on va passer la frontière entre le 53 et le 35, on n'a pas le droit de dépasser 20% de légumineuses dans les couverts végétaux. Enfin, c'est la Chambre d'agriculture Aquitaine, Sébastien Minette, qui a mis au point la méthode Merci. Alors ça, c'était la première méthode Merci, c'est-à-dire la méthode d'évaluation des restitutions des cultures intermédiaires, c'est la version 1. Et je vous conseille d'aller voir la méthode Merci sur Internet. Vous faites Merci 2, c'est gratuit, et vous pouvez évaluer une biomasse. Ça vous donne la quantité d'azote, la quantité de potasse, la quantité de phosphore qu'il y a dedans, et ce que vous pouvez éventuellement penser récupérer du couvert végétal. Hein, ça vous donne, c'est une évaluation. Hein. Et donc, sur un couvert comme ça, on avait, avec une veste, on avait 153 unités d'azote. Avec la Févrole, j'ai 170 unités d'azote. Alors, ça a été fait en Dordogne, le 13 novembre. Donc, vous voyez qu'on peut rentrer des quantités d'azote très rapidement dans un sol, quand ça manque d'azote. Et aujourd'hui, il y a eu un gros travail qui a été fait sur plein de légumineuses. Alors, on a plein de févroles, vesses, trèfles, différents types de vesses, différents types de févroles, des pois. On a quand même une quantité de légumineuses assez intéressante à rentrer dans le système. Et c'est vraiment la plante manquante de beaucoup de systèmes céréaliers. Alors, j'insiste sur la vesse. Hein. Et ça, c'est différents types de vesses. Alors, quand vous voyez, c'est la même plateforme. Quand vous voyez tous les types de vesses qu'il y a, aujourd'hui, c'est devenu compliqué parce qu'on regarde même les variétés dans les plantes. Avant, on se met du maïs, du sorgho, du moa, on avait appelé ça tout moa, quoi. Hein. Et on a plein de types de plantes différentes. Alors après, une fois que tu en repères une, bah, essaye de la garder, parce que la variété a de l'importance. La variété a de l'importance. Hein, qui dit vesse ne dit pas vesse. En plus, c'est bien pour ça. On aime bien associer les plantes, je vous l'ai déjà dit ce matin, parce qu'en fait, on produit toujours plus de biomasse. Ça, c'est de la moutarde, et puis ça, c'est un mélange. Ben, d'un côté, tu as ça, et où tu as associé, tu as ça. Et en plus, la différence, parce que là, on manque d'azote, on est en Bourgogne, ben, la différence, c'est de l'azote. C'est des légumineuses. J'ai toujours plus de biomasse, j'ai toujours plus d'azote, j'ai toujours plus de biodiversité quand je mélange. En fait, on s'est aperçu ça bêtement, hein, parce qu'au départ, on faisait des mélanges, des screenings, on a fait des plateformes pour screener les différents couverts, puis il nous reste toujours des sacs. Bon, on a tout mélangé, puis c'était toujours le tour de champ qu'on avait mélangé qui était le plus beau. Au bout d'un moment, on a dit on va arrêter de faire ça. Vous avez vu mon mélange, ça c'était les premiers mélanges qu'on a mesurés. Alors, j'aime bien présenter ça comme ça aussi. Vous voyez là, c'est l'IAPAR. C'est l'Institut agronomique du Paraná, au Brésil. L'INRA ne voulait pas regarder la quantité des autres éléments que j'avais dans mes couverts. C'est inutile, parce que c'était des sipans. Ben, j'ai envoyé ma biomasse sèche chez mes copains brésiliens, puis c'est eux qui l'ont analysé. Alors, pour la petite histoire, c'est assez facile d'envoyer de la biomasse sèche dans des petits sachets en plastique au Brésil. Mais quand c'est les Brésiliens qui vous envoient de la biomasse sèche dans les petits sachets, vous voyez peut-être les flics arriver avec le facteur. C'est bizarre. Alors, avoir les plantes qui sont adaptées. Vous voyez là, on est à Valence, à Tech & Bio. Ils sont bourrés de kénopodes, mais vous voyez qu'avec du sorgho, on arrive à tenir les kénopodes. Ça marche, hein. T'as ça, ou t'as ça. Et en fait, on a même été jusqu'à mesurer la biomasse des kénopodes et du pourpier et des amarantes. On est à 3,2 tonnes de matière sèche. C'est pas si déconnant que ça, à condition que ça ne fasse pas de graines. Il ne faut pas les laisser de faire des graines. Puis quand on arrive, si on pratique pendant un certain nombre d'années,
Alors ça, c'est après un remembrement. Alors ça va vous faire sourire, un remembrement, mais dans la Marne. Déjà, ils ont des grands champs, tu te demandes pourquoi ils remembrent, mais voilà. En fait, ça, c'était la parcelle au suivi de betterave. Et on voit bien qu'il y a un gars qui a fait un peu différemment ici. La terre, elle est un peu plus brune. On parle de terre colorée, là-bas. Bah, quand les betteraves arrivent en début d'été, bah, ça marque. D'avoir travaillé et développé ton auto-fertilité, ça, j'en reviens au flux. Tu vois, ça marche, quoi. Et plus tu seras en situation compliquée, plus ça se verra. Alors, une année qui va bien, ça va bien pour tout le monde. Mais une année qui va mal, bah, c'est toujours les plus mauvais champs qui s'en prennent plein la tronche, quoi. Et en fait, pour plein de plantes, va y avoir aussi un impact mycorhize. Parce qu'en fait, des plantes comme le maïs, le tournesol, sont des plantes, les légumineuses, sont des plantes très mycorhizogènes. Et en fait, en gardant des plantes vivantes, une diversité de plantes, ben, tu nourris tous ces réseaux de champignons qui viennent se greffer sur les racines. Et ce qui fait que ton maïs, il va pouvoir venir se greffer là-dessus. D'où l'intérêt pour mouliner tout le sol. Parce que tu as un réseau, c'est pas possible de voir à l'œil nu des mycorhizes, mais tu as un réseau qui est là. Et en fait, la plante de maïs, si je prends ça, il va avoir un choix à faire. Est-ce qu'il développe des racines pour aller chercher de l'eau et du nutriment, ou il développe moins de racines, mais il paye le service d'un réseau, qui sont les mycorhizes. Et si le réseau est très fonctionnel, c'est beaucoup plus économique de payer une petite royalties qui est du carbone. Il y a pas, c'est toujours le carbone qui est la monnaie des chances, hein, dans le système là. Dans le labour, est-ce qu'on pourrait nuancer selon la profondeur? Plus tu vas travailler, plus tu vas avoir des espaces vides. Parce que les mycorhizes vivent de la photosynthèse que peuvent faire les plantes hautes. Plus tu vas travailler, plus tu vas augmenter aussi, parce que tu coupes les ifs, enfin les filaments. Plus tu vas écarter les espaces sans plantes, ben plus tu vas choquer tes mycorhizes, plus ça va coûter à la plante de payer en fait la reconstitution du réseau. T'imagines, je compare souvent ça à des chemins ou des petites routes. Tu aurais quelqu'un à l'entrée de la route qui te dit « Moi, je vais aller là. » Ouais. Et tu me donnes 20 €. Bah, ok, parce que tu as vraiment envie d'aller là. C'est ce qu'on fait sur les autoroutes. Hein. Tu donnes 20 €. Et là, tu arrives, il n'y a plus de route, tu vois, c'est sans dessus-dessous. Et tu as simplement une brouette, une pelle. Bah, si tu veux y aller, il faut que tu commences à construire la route. Ah, on va pas trop te taxer, mais il faut que tu commences à construire la route. Tu vois la différence d'énergie qu'il faut mettre. Donc, et donc là, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et plus on aura un bon système mycorhizien qui est le relais des racines, hein, les racines sont là, mais plus ta plante pourra aller chercher dans le fond du sol tout ce qui existe, quoi. C'est un super relais. Alors, c'est souvent surfait. On aura des exudats racinaires. En fait, on en parlait un peu avec Jean-Yves tout à l'heure. C'est les sucs gastriques du sol. En fait, la plante, elle envoie des sucres, elle envoie des acides, qu'anime l'activité biologique périphérique des racines, qui servent à se nourrir. Si on mesure ce qui se passe autour de la racine, c'est comme ce qui se passe dans un intestin. Quand vous voyez la terre qui colle, c'est bon signe, autour des racines. C'est un petit peu l'image que la racine est un intestin à l'envers. Et donc ça met en circulation des éléments minéraux. Et en fait, on a fait, c'est assez choquant, hein, c'est des essais qu'on avait fait. Là. Ça, c'était destruction un peu plus précoce du couvert. Et là, la févrole a été détruite plus tard. C'est contre-intuitif. Tu te dis, je pousse ma févrole plus loin. Elle va me concurrencer mon futur maïs. Tu vois, on a ça dans la tête, quoi. Mais tu vois un champ comme ça, ben ouais, ben non. Pas tant que ça, parce qu'en fait, on vient se brancher sur un système racinaire qui est déjà existant. Et en fait, les systèmes racinaires vont avoir, ça c'est les mesures d'acidité autour de la périphérie racinaire. Et la févrole, par exemple, a un système racinaire très acide. Dans les sols à tendance calcaire, en fait, la févrole, la luzerne, par exemple, on va avoir des pH qui sont assez acides, qui permettent de dissoudre un peu de la craie et d'aller chercher de la fertilité supplémentaire. Il y a toutes sortes de mécanismes. Le lupin.
Eh bien, le lupin, en fait, il est très malhabile dans les sols calcaires. Il fait des chloroses. Il ne peut pas absorber de phosphore dans les sols calcaires parce qu'en fait, il n'a pas d'acidité en périphérie racinaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est la légumineuse des sols acides. Mais il ne peut pas absorber de phosphore, il est démuni. Donc, c'est pas les éléments sont là, sont pas là, il y a la biologie qui vient autour. Et puis, notre record en fixation d'azote dans un couvert végétal, c'est toujours notre Jean Hameau dans le Gers. Il est méthode Merci, il arrive à 351 kg d'azote. 1 tonne d'ammonitrate. 1 tonne d'ammonitrate. Ça vaut le coup. Si ça se débobine en 10 ans, c'est 100 kg d'ammonitrate par an, ça vaut le coup. Alors après, dans les mélanges, on peut inventer tout. Ça, c'est venu d'une discussion avec Dominique Soltner, on en causait ce midi. Dominique, un jour, il m'appelle, c'est dans son jardin, il me dit, mais tous les couverts que tu mets, mais j'ai été à gamme vert, mais il y a tout ça dans les graines pour les pigeons. Il dit, tu crois que ça va lever? Bon, je lui dis, tu sais, tu verras bien. Et j'ai un coup de téléphone 2 mois plus tard de Dominique Solter, mais il dit, c'est moi qui ai le pigeon. J'aurais dû en semer bien plus tôt. Hein. Et en fait, après, il ne faut pas hésiter, faire un test de germination, il ne faut pas semer n'importe quoi. Hein. Mais donc, faites vos petits tests. Hein. Et donc, c'est un collègue à moi, Jean-Paul, parce que le Maine-et-Loire fait des petits concours de couverts, et qu'a semé un couvert pigeon. Et en fait, avec la méthode Merci, en fait, il avait piégé 142 kg d'azote. Et en fait, c'est lui qui a décroché le record des couverts des groupes Maine-et-Loire une année avec les couverts pigeons. Et moi, avec le couvert pigeon, il a décroché les lauriers, tu vois, génial. Et aujourd'hui, en fait, on a quelque part un peu remplacé les concours de labour. Hein, on comprend bien que c'est has-been, ça. Hein, et donc, on fait les concours sortez couverts. Et ça, il y a quelques chambres qui sont organisées là-dessus. C'est des belles animations. Alors, c'est un peu plus compliqué hein, que le concours de labour. Après, si on veut faire pousser le couvert, c'est la fertilité. Et le volant d'autofertilité va jouer. En fait, plus tu auras des sols qui vont bien, plus les couverts iront mieux. C'est évident. Alors, souvent, les gars me disent, le couvert a mal poussé parce que c'est sec. Et là, tu as fait quoi? Fertilité. Fertilité. Et je vois tellement de champs comme ça. Tu vois là, c'est arrêt sur rampe. C'est un gars qui met des fientes et puis il y a des bouchons dans ses fientes. C'est la fertilité. Ça, c'est un couvert en Suisse qui a été fertilisé avec un épandeur en nappe, un double disque. Donc tu vois, tu pourrais pratiquement, ça c'est la zone de radis, tu pourrais pratiquement suivre la qualité d'épandage de l'épandeur à palette, quoi, avec la taille des couverts. Mais en tournesol, c'était ça ou ça. Alors, j'ai vu des super couverts. Là, on est en Mayenne, à Le Pas. Bon, ça commence à être des très mauvaises terres là-bas. Hein. Et le gars, il dit, bah, vu ce que tu brasses, je pense que ça fuit pas mal l'azote, quoi. Et en plus, il y avait énormément de problèmes d'acidité sur sa ferme, donc c'est signe de fuite d'azote. Et bon, on met des couverts, on était au mois de juin, puis je dis, on passera au mois de septembre. Au mois de septembre, on avait ça comme couvert. Alors sa problématique, elle avait changé. C'est comment je gère. Hein, on va voir tout à l'heure comment on gère ça. Et vous avez eu de la chance, énormément de chance, c'est qu'il y a un énorme essai qui a été fait en Mayenne, pas loin d'ici, à Gré-en-Boire. Pas loin d'ici, il y a eu 2 techniciens de la Chambre d'agriculture qui ont risqué leur poste pendant 2 ans pour faire cet essai-là. Et ce qui a changé pas mal de choses dans la réglementation dans les Pays de la Loire. En fait, ils ont pris 2 parcelles, ils ont fait des couverts, c'était du raie gras, c'était de la moutarde et c'était de l'avoine brésilienne. Et ils ont apporté 0 azote, 50 unités d'azote et 100 unités d'azote. Alors c'est de l'amo, hein, c'est 300 kg d'amo. Donc tu mets 300 kg d'amo sur un couvert. Ils n'ont pas été au 2 de la cuillère. Ça c'est la minéralisation, ça c'est les reliquats, post-récolte, ça c'est la minéralisation. Alors l'azote pousse l'azote. Et ça, c'est la biomasse des couverts avec la quantité d'azote dedans. Sans azote, les couverts font 37 unités d'azote. Alors, Gré-en-Boire, c'est quand même, ça commence à être des terres un peu plus séco. Hein.
Et là, on est à 90, et là, on est à 120. En clair, en fonction de la fertilité, tu as ça, tu as ça, tu as ça en couvert. Et en fait, bah ici, tu n'as quasiment plus d'azote disponible, même si tu en as amené. C'est quand même une pas mauvaise nouvelle. Et où tu as stocké de l'azote, bah quand tu arrives en février, mars, mai, bah tu retrouves ton azote. En clair, tu peux stocker de l'azote avec un couvert végétal et de le retrouver quasiment au bon moment pour l'année d'après. Ouais, c'est quand même une bonne nouvelle, ça. Et ça a été fait en Mayenne. Je couple ça avec les effluents d'élevage, parce que je ne suis pas en train de vous dire de mettre de l'ammonitrate. Ça vient de l'INRA de Quimper, Thierry Morvan. Alors Thierry Morvan, moi j'ai fait ma carrière dans le non-labour et les couverts végétales. Lui, il a fait sa carrière dans les fientes, le fumier, le lisier. Bon, chacun sa carrière. On y serre la main quand même encore, quand on le voit. Mais... Et ça, ce n'est pas des gamins qui ont eu une boîte de crayons de couleur à Noël. C'est Thierry Morvan, de la vraie science. Alors là, c'est en 50 jours, en laboratoire, du sol. C'est pour regarder la quantité d'azote qu'on va récupérer de l'effluent d'élevage. C'est à 28 degrés Celsius, humidité non limitante. Et 50 jours, c'est censé déterminer à peu près ce qu'on va récupérer dans l'année sous un maïs. Vous voyez un peu le calage de l'expé. Ici, c'est le pourcentage d'azote que tu récupères sur la totalité que tu mets. Alors ça, c'est un pourcentage positif. Ça, si vous regardez, c'est 0. Ça, c'est un pourcentage négatif. Ça va, vous me suivez là? Ça, c'est un passage qu'il faut être attentif parce que c'est conséquent. Il y a 48 produits différents. Donc, globalement, on doit avoir à peu près tout ce que vous avez dans les mains. Vous n'en avez pas 48, mais vous en avez 2, 3, 4. Eh bien, quand on regarde celui qui en donne le plus, c'est 50%. C'est-à-dire le plus que tu peux avoir d'un fumier ou d'un lisier, c'est 50% que tu peux avoir dans l'année. Le plus. La grande majorité, c'est en dessous de 20. Et beaucoup, on est à 10. Entre 20 et 10, la grande majorité. Donc si tu mets 170 unités d'azote en total, tu mets par 20, ça fait 35. Hein. Pas plus. Et puis quand tu regardes là, ben, tu as des négatifs. Ça veut dire que quand tu apportes un fumier pailleux, ben, il t'en apporte pour 20, il t'en apporte pour 30, il peut t'en prendre moins 30. Et c'est pour ça qu'on a un énorme problème, c'est parce qu'on a transféré des effluents d'élevage organiques en engrais. La quantité d'éléments qu'il y a dedans est vraie, mais la vitesse à laquelle ça vient, c'est complètement loufoque. Et ici, le gars qui se dit, ben, mon fumier va m'en donner 30, et son fumier, il en reprend moins 30, il a un delta de 60, et il est déçu. Il est déçu. Alors ça me sert aussi, parce que si je t'avais mis 48 couverts végétaux différents, j'obtiendrais à peu près les mêmes trucs. Ça veut dire que prétendre à quelle vitesse ça va venir avec précision, faut oublier. Alors les fumiers, c'est pareil. Tu vois, quand tu vois un épandeur de fumier qui va te mesurer la quantité, que tu as fait ta belle petite analyse et que tu fais tes calculs précis, ah, tu vas faire des calculs précis là-dedans. C'est pas précis, on ne peut pas être précis. Ça donne une indication. Là, c'est des boues. Alors, ça pourrait être du lisier, mais tu vois qu'il y a une boue, par exemple, qui en prend beaucoup, puis après, qui te redonne. En général, tu as plus de disponibilité. Ça, c'est le lisier, tu vois. Et là, c'est les composts. Je ne suis pas quelqu'un qui est très favorable au compost. Je vais m'en expliquer. Mais déjà, tu as 17 produits compostés. Je ne sais pas, vous compostez pas? Mais ici, c'est stable. Alors, tu n'as plus de négatif, mais tu n'as pas trop de positif. C'est des produits qui sont un peu inertés. C'est pour ça que je suis hyper favorable à apporter tous les effluents d'élevage, ou une majorité, et surtout les fumiers, à l'automne, dans les couverts en place. À l'automne, dans les couverts en place. Parce qu'en fait, avec les couverts associés, ça va se mélanger, et ça va se digérer, et en fait, c'est là que tu vas transférer de la fertilité. Tu veux, tu vas faire... J'ai une phrase qui me va bien, je dis quand c'est blindé d'incertitudes, tu les mélanges encore plus, et ça te fait une certaine certitude. Hein, la moyenne d'incertitude te donne quelque chose que tu es à peu près sûr. Et donc,
En fait, quand on regarde le compostage, alors ça c'est pris des chiffres suisses. On va prendre en vache laitière, fumier en tas, qu'on sort au printemps, fumier composté. Si on regarde le niveau de carbone, il diminue. Ils ont regardé le N organique, il augmente, ce qui est à peu près logique. Le N minéral diminue, ce qui est encore logique. Le P double. Le P double. Alors le P, la quantité de P dans le compost ne change pas. Il ne peut pas s'évaporer, se volatiliser ou partir. Ça veut dire que le tas, il a été divisé par 2. Vous me suivez dans l'histoire? Et la potasse, 9, 5, 6. Vous avez perdu un tiers de la potasse dans un tas qui a été divisé par 2. On a perdu pas mal de potasse dans l'histoire. C'est le premier élément qui va vous échapper. La potasse, c'est pas tenu par l'organique, c'est la sève, la potasse. Il pleut, dès qu'il pleut sur un tas de fumier, c'est la potasse qui fout le camp. Et c'est pour ça que je ne suis pas favorable au compostage, même plus loin. Parce que, en fait, j'ai repris les calculs à l'envers. Ça, c'était le tableau qu'on avait tout à l'heure des Suisses. On va regarder le compost. Vous vous rappelez, le compost, c'était 106, 175, 106. En organique, on avait 46. Mais vous vous rappelez, le phosphore était à 2. Et on était à 1 quand on était ici. Donc, en fait, j'ai remultiplié par 0,5 pour retrouver la teneur initiale. Ben, on n'a plus que 53. Puis tu arrives à l'azote, tu en as 2,8 au lieu de 5,3. Ben, composter, c'est perdre de l'azote. Et c'était de notoriété publique pour rentrer aux normes en Bretagne. Par contre, tu concentres le phosphore, là je suis à 1, et la potasse, je suis plus qu'à 3. Et si j'apporte 30 tonnes de fumier contre 15 tonnes de compost pour apporter 30 unités de phosphore pour être aux normes, là je suis à 160, là je suis plus qu'à 84 en azote. Donc en compostant, je suis en train de perdre de l'azote. Je ne vous parle pas de la potasse. Et surtout, ce que je perds ici, c'est du carbone. Et en fait, nourrissez une vache avec 5 tonnes et demie de matière sèche, une vache laitière, ça va à peu près, surtout si elle est de qualité. Et nourrissez une vache laitière avec 1,5 tonne de biomasse, qui est de la paille, ça ne marchera plus. Parce qu'en fait, ce qui vous reste là, c'est du carbone dur. C'est du carbone dur. Donc c'est pour ça que le compost n'évolue pas. Donc si on veut bien nourrir le sol, ben, autant sortir le fumier immédiatement, le garder peut-être un peu plus longtemps sous la stabulation, puis le sortir sur les couverts installés, d'où l'intérêt d'avoir des couverts installés, et de le valoriser, parce que c'est comme ça qu'on va apporter le carbone, fermentescible, qu'on va apporter aussi, conserver la potasse, conserver l'azote. Il vaut mieux brasser des plus grosses quantités, des mètres directs, tu vois, tu charges l'épandeur, tu pends, plutôt que charger la remorque, foutre la remorque. Ah, tu te dis, c'est plus noble, machin. Ouais, non, épandez. Et comme si on t'avait un tas d'engrais, tu vois, qui est un peu en vrac, tu vois, il faut que tu t'agaces un peu, et puis tu as le truc qui est bien ficelé dans des petits sacs, tu vois, bien. Oh, je préfère les petits sacs, mais tu en as moitié moins dans les petits sacs. Bon, moi, je préfère le gros tas, moi. Je vais m'agacer, je vais trouver des scénarios, mais je vais prendre le gros tas, quoi. On a détruit beaucoup les couverts comme ça. Nous, c'est un peu notre mode. On fâchait les voisins à cette époque-là. On a cherché des couverts qui gèlent. On a fait du broyage. Alors, plus on a fait monter les couverts, plus le broyage est devenu un peu embêtant. Parce que broyer 5, 6, 7 tonnes de matière sèche, ça commence à coûter. Alors, aujourd'hui, on est sur des broyages, incorporation très superficielle. Donc là, on a un petit roll cutter devant. Hein. Alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tout qui tue un peu le couvert. Mais on peut travailler très très superficiellement. Là, on est dans de la maîtrise de profondeur. En AB, on préfère aujourd'hui pousser le couvert plus loin. Quand je te disais rota, tu vois, ça c'est des scénarios AB où en fait, là on a l'endroit atlantique. Normalement, on a le broyeur qui passe. Là, en fait, quitte à travailler le sol, je préfère avoir un coup de rota comme ça. Il y a un moment, il faut prendre la main. Et on a un coup, mais un coup agressif, mais on n'en a qu'un. Ce qui fait qu'on a mis le couvert au sol. On va être en sous-azote pendant à peu près 8, 10, 15 jours.
Parce que là, on a toute l'activité biologique va aller sur la digestion. On a mis des sucres, on a mis de la cellulose. Et là, on est dans un compostage de surface. Il n'y a pas grand-chose qui lève. Et l'astuce consiste à semer, juste à la fin de ce compostage de surface, qu'on va commencer à aller sur une minéralisation. Juste avant que le salissement ait repéré qu'il y a de la minéralisation, pour que nos plantes démarrent. Alors, derrière le métal, ça pourrait être ça. Quand on a réussi les couverts, on est passé au rouleau. Alors après, aujourd'hui, on commence à avoir différents types de rouleaux pour faire le boulot. Alors, vous vous rappelez mon petit pépère qui avait des grands couverts? Ben, il a sorti les rouleaux. En fait, le soir, il voyait la ferme de la route. Donc, il était rassuré, puis les voisins aussi, parce qu'ils commençaient à avoir un peu les boules. C'est qui t'a fait faire ça? C'est le gars Thomas. Bon, ils ne me connaissent pas, ça allait. Hein. Mais... puis nous, on s'est mis à rouler un coup avec notre compile. En fait, on appuie sur le rouleau arrière. En fait, les bêches, ils tournent, mais ils ne sont pas dans le sol. Hein. On a foutu tout le poids sur le rouleau arrière. Et tu repasses 3 semaines plus tard, et tu reprends la main. T'imagines si on avait semé du blé au milieu, là? C'est pas con, il y a des choses qui sont possibles. Alors moi, je détruis toujours mon couvert à l'automne. Vous avez compris quand je sème. Parce que c'est très compliqué de dire je détruis mon couvert 8 jours avant de semer. Parce que tu sais quand tu détruis, mais tu ne sais jamais quand tu sèmes. Tu te prends 15 jours de flotte, bah, le semis, ce sera peut-être au printemps prochain du maïs. Et c'est de prendre le risque d'avoir un champ nu tout le temps, ça m'agace. Donc je sème et je détruis après. Moi, ça m'avait simplifié aussi le travail en tant qu'agriculteur, parce qu'à l'époque, j'utilisais du quartz en désherbage, donc c'était glypho-quartz. Donc je sème, j'attends 4-5 jours, juste avant que ça lève, je faisais un glypho-quartz, puis après je pouvais partir, faire des réunions, etc. J'étais tranquille. Alors ça dépend, si c'est un couvert propre, je mettais même pas de glypho, quoi. Si, tu vois, là, le couvert, il est propre. Alors des fois c'est le tour du champ, et puis tu viens, ça c'est 3 semaines plus tard, voilà un peu à quoi ça donne, quoi. Quand on dit qu'on détruit le couvert tôt, ça va mieux, mais qu'on détruit le couvert tard, ça pousse moins bien. Au printemps, c'était la même question. Mais on a fait ça. Alors ça amène à la question du glyphosate. Je vais rapidement être là-dessus. C'est un jour, on était donc dans le Tarn, et ma femme elle me dit, c'est quoi ça, ce champ-là? Bon, et c'est vrai que ça peut faire tâche. Bon, quand je vois quand même qu'on me dit que c'est la solution de désherbage la plus écologique et pérenne au monde, j'ai aussi de mal avec ça, tu vois. C'est pas si évident que ça. Et en fait, moi, je raisonne danger-risque. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses assez bien. Et je pense que c'est pas entre danger et risque, on est quand même pas mal placé. C'est ça qui nous a permis de nous aventurer sur des trucs pas mal, sans vouloir faire de la politique. Mais le premier discours de Macron, je fais attention, hein. Et s'il y a des impasses restantes, notamment pour l'agriculture de conservation des sols, il avait dit ça à son premier meeting agricole à Clermont-Ferrand, hein, et des cultures en pente, nous mobiliserons la recherche pour chercher des alternatives, mais j'imposerai jamais une sortie s'il n'y a pas d'alternative crédible. Moi j'ai noté, alors il ne faut jamais croire les politiques, hein, mais bon, au moins je pourrais lui renvoyer une lettre. Hein. Quand on regarde ce que peut faire le glyphosate, ça c'est le tableau de recherche de l'INRA. C'est tout ce que peut faire le glyphosate. Ils ont essayé toutes sortes de le labour, jusqu'à ici du broyage, du roulage, des faux semis, la fertilisation, des robots. Il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. On n'a pas trouvé plein de solutions. Donc aujourd'hui, c'est encore ouvert. Il y a des produits qui sont utilisés, c'est le Beluca, c'est de l'acide pélargonique, qui est utilisé comme des fanons en patates maintenant, mais qui coûte très cher et qui n'est pas si efficace que ça. Alors, c'est bien parce que ça apporte plein de recherches. Ça, c'est un collègue américain qui travaille sur le sablage avec des produits organiques du maïs. En fait, ça, c'est une sableuse géante avec des rafles de maïs qui broie. Il fait de la poussière avec ça. Et ça, c'est la rang de maïs sablé. Et ça, c'est le rang de maïs non sablé. Donc, en fait, tu projettes avec de l'air. Et c'est l'agression des particules organiques qui détruisent plus les dicotes que les graminées. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plein de gens qui réfléchissent à des idées. Hein, c'est bien. On va reparler de l'herbasol, l'électro-herbe. Ça, c'est des systèmes pour garder la chaleur
sur les pieds de vigne pour gérer le rang. Ça, c'est l'électro-herbe, c'est des Autrichiens qui ont travaillé là-dessus. Bon, ça détruit le couvert. Ça l'a détruit, là. Mais en fait, moi, le couvert, je le détruis avec un rouleau, ça marche. Il n'y a pas besoin d'avoir un tracteur qui avance à 2 km à l'heure et qui envoie du 6 ou 12 000 volts dans le sol pour flinguer les arbres, quoi. Après, tu mets ça dans les vers de terre, tu dis est-ce que hein. Il y a des Allemands qui travaillent sur des sucres qui auraient des propriétés désherbantes, assez similaires en glypho. Je vous passe un peu le travail là-dessus. Il y a des Belges qui travaillent sur des huiles essentielles. En fait, il y a un fourmillement de... Alors, je suis assez rassuré que demain, si on nous supprime le glypho, il y aura des idées, ça nous coûtera plus cher, mais on aura des trucs. Ça ne nous empêche pas de réfléchir à des solutions. On est en train de tester différents couverts pour voir si on ne pourrait pas se passer de temps en temps un peu plus de glyphosate. On a déjà énormément progressé dans ce sens-là. On a réussi à faire, par exemple, du maïs doux, sans désherbage, sans glypho, et puis derrière, on a semé un colza. On n'a pas fait le maïs sans désherbage. On a fait du maïs doux normal, et derrière, on a fait un colza. Ça, c'est un colza dans le Val-de-Loire, non désherbé. Ça, c'est le colza à la récolte. Semé en direct, non désherbé. Tu envoies du salissement là-dedans. Semé en direct, non désherbé. Ouais, on peut arriver à faire des trucs. Mais attention, l'exceptionnel donne une idée, mais ce n'est que l'exceptionnel. On est chez Michel Roche, un gars en agriculture biologique, en Alsace, très très bon. On est derrière une févrole. Ici, il est en train de semer un blé. Ça va? Il est en train de semer un blé. Alors déjà, quand on voit ça, on peut se dire c'est un gars qui a de la fertilité. Tu vois la moutarde. On peut se dire heureusement qu'il a mis une moutarde. Parce que s'il avait passé tout son été à déchaumer, tu as une idée de ce qu'il aurait perdu à l'installation de son blé. Parce qu'il y a 120, 130 unités d'azote dans la moutarde. Tu as déjà des petites indications sympas. Tu te dis c'est un gars qui a de la fertilité. Alors là, il roule, et c'est un semoir autoconstruit. Et là, en fait, on a deux descentes. On a une descente pour de l'engrais, et on a une descente pour la semence. Tu as deux descentes qui arrivent là. Parce que si on est là-dedans, il va falloir être localisé. Et ça m'amène à ça. Ça, c'est une fois semé. Alors ça, c'est du blé en bio en Alsace. Ça, c'est le blé après. Il faut s'accrocher, hein. Et ça, c'est le blé après. Ça, c'est une parcelle d'orge derrière maïs, chez moi. Et donc, c'est du colza sarrasin. Et donc ça me permet d'embrancher un colza derrière de l'orge sans glypho. C'est une stratégie chez moi sans glypho. Alors je vais peut-être sortir un désherbage antigraminé. Ça, c'est mes colzas en été sous le sarrasin. Et ça, c'est à la récolte du sarrasin. Vous avez vu ces photos-là, déjà. Ce qui m'a amené à quand stopper le couvert au printemps. Ça, c'était notre truc. En fait, on peut produire beaucoup de biomasse au printemps avant de semer un maïs. Et en fait, si on garde un couvert au printemps, vous voyez, les arbres ne sont pas démarrés. Il y a des févroles qui sont là, il y a de la moutarde, il y a tout ça. Là, on est en train de fixer de l'azote, évaporer de l'eau, faire de la photosynthèse. Et c'est Steve Grove qui m'a aidé à réfléchir là-dessus. En 2011, il avait fait une expérimentation avec l'Université de Pennsylvanie. Il a planté du maïs sur du couvert vert détruit au moment du semis. Et il y avait des bandes où il n'y avait pas de couvert. C'était avec répétition. Et ça, c'est la photo qu'il m'a envoyée en mai 2011, qui était un printemps hyper sec, hyper chaud. Ben, nous, ça nous a explosé la tête, ça. On était indécis. Ben, cette démonstration-là nous a changé le monde. Là, on s'est dit, ben, c'est le maïs qui était semé sur un sol, un couvert, qu'on a détruit le couvert au moment du semis. C'est lui qui exprime moins de besoin d'eau une année où il n'apporte plus. Alors qu'ici, il n'y avait pas de couvert. Et en fait, Steve, il a eu la bonne idée de prendre la température du sol. Ici, on a 38 degrés. Et là, on a 30 degrés. 8 degrés de différence. En fait, c'est un sol qui tourne à trop chaud. Le maïs, au-delà de 35 degrés, il ne pousse plus. De température du sol, hein. Il ne peut plus pousser. Et je vous le donne en mille, il y a plein de gens qui irriguent des parcelles comme ça, pensant que le maïs a soif.
Non, il a chaud. Le sol est trop chaud. En fait, ils refroidissent leur sol avec l'irrigation. Ça coûte cher, hein, refroidir le sol avec de l'irrigation. Coup de bol, ça c'est un pluviomètre australien, je vous le dis, parce que ça c'est un pluviomètre béarnais. Il y a des artistes. Je vous dis, il y a des génies, il y a des artistes. Et sur un sol 20 ans semi-direct, ça ruisselle. Là, ça garde la flotte. Ça, je vous ai montré ça ce matin. Ça, c'est la même parcelle au mois de juillet. Ça, c'est la bande non couverte, ça, c'est la bande couverte. Ils n'ont eu qu'un orage. Qu'un orage. Et ça, c'est les résultats. 0 N, 92 quintaux sur trèfle incarnat, poids d'hiver, veste velue. Et 60 quintaux, sans couvert, malgré 75 unités d'azote d'apportée. Et en matière de gestion d'eau, on fait des miracles. Ça, c'est pris en plein été, mois d'août, un orage, chez moi en Sologne. Ça, c'est chez mon voisin qui a des chômés, ça, c'est chez moi qui a une double culture d'avoine brésilienne. Où valorise-t-on le mieux d'eau? Et on change tout en matière de gestion d'eau. Et dans plein de régions, ce n'est pas l'eau qui est le facteur limitant, c'est nous qui ne sommes pas bons dans la gestion. Je suis allé assez vite là-dessus. Cette photo-là, c'est un collègue américain qui m'a envoyé, elle est énorme. Les nuages sont carrés. Hein. Non, mais ça s'arrête à la route. Ça s'arrête à la route. Et là, on a fait tout un calcul. Alors, je ne vais pas vous passer ça, mais tout un calcul de capacité d'infiltration, etc. Mais c'est monumental. Retenez qu'un millimètre qui ne s'infiltre pas sur 1 hectare, c'est 10 mètres cubes à l'hectare. 1 millimètre qui ruisselle, c'est 10 mètres cubes. Tu mets ça sur un bassin versant, c'est monumental. Monumental. Alors, sur l'eau, on a XCC là-dedans. La gestion d'eau, ça c'est en Suisse. Et on comprend bien que ça joue beaucoup. Alors, la couverture du sol. Et ça va me permettre de terminer sur un élément essentiel, encore. Donc ça, c'est le maïs à la maison. On avait encore des cueilleurs à 5 ans. Et on se met... Donc ça, c'est un enracinement maïs. Et ça, c'est la couverture du sol à la récolte. Vous comprenez bien, en matière de gestion d'eau, moi, je suis non irrigant. Et en fait, je n'ai pas besoin... Alors, je ferai des meilleurs résultats avec de l'irrigation sur pas cette année, mais les 2 années qui précèdent. Mais là, le système est très, très économique en eau. Et puis, ça amène... Ça va être ma dernière question. Puis après, je vous lâche. D'où vient le carbone pour la photosynthèse? Ça me fait plaisir. Ouais, c'est dans l'air. CO2 dans l'air. Oui, mais pas que. Ben, ça, il y a une partie qui va venir du sol. Parce qu'en fait, ça, c'est un cycle de carbone rétréci. En fait, si on a des vaches, ici, tu mets des vaches. Ici, entre les vaches, tu vas mettre des humains. Tu vois, tu mets... Et puis, ça finit dans le sol, normalement. Et puis, après, du sol, ça ressort et ça va être recapté comme ça. Cycle du carbone agricole classique. Et en fait, quand tu sors du carbone du sol, tu vas récupérer du N, du P, du K. En fait, c'est la minéralisation qui se fait. Quelqu'un qui travaille, il remue ça, il sort beaucoup de carbone et il récupère de la fertilité. On est d'accord sur l'affaire. Et en fait, la chose qu'on a oubliée, c'est les petits cycles du carbone. Parce que si tu as un sol vivant, s'il est vivant, il respire. Donc s'il respire, il lui faut de l'oxygène et il rejette du CO2. Et en fait, le CO2, c'est un gaz lourd qui est capté par la canopée. Alors, c'est le maïs, les couverts ou la céréale, qui est emprisonné. Et le sol respire jour et nuit. En fait, dans la nuit, tu n'as plus de photosynthèse. Et c'est comme ça que ça a été découvert, ce truc-là. C'est que le niveau de CO2, ben, il monte dans la canopée du maïs ou du blé ou du couvert, dans la nuit. Et en fait, il est emprisonné. Et le matin, quand il y a le premier rayon de soleil qui arrive, ben, en fait, tu as une efficacité photosynthétique qui est énorme. C'est comme on ajoute bien du CO2 dans les serres pour arriver à augmenter la productivité. Et là, en fait, en faisant un sol qui est vivant et qui minéralise tout au long, on arrive à synchroniser le cycle du carbone et de l'azote. Synchroniser le cycle du carbone et de l'azote. Et ça, c'est monumental, parce qu'en fait, ta plante, elle devient une pompe à énergie.
Eh bien, écoutez, vous êtes très performant parce que vous m'avez écouté sympathiquement.